Cette vidéo est sponsorisée par la marque Chilton. Depuis la prise de l'ère Galtier, après la dernière Coupe du Monde, les attentes auprès de l'équipe de France sont exponentielles. Après des défaites encourageantes, nous avons vécu une tournée 2021 marquée par une victoire historique contre les Blacks et une année 2022 ponctuée par un grand chelem et 3 victoires sur la tournée d'automne avec 13 victoires consécutives. En termes de résultats comptables, on est au top. Mais nous ne sommes pas français pour rien, nous sommes des éternels insatisfaits. Et oui, après nous avoir fait rêver pendant le tournoi Destination, nous sommes restés sur notre faim en termes de contenu sur la tournée d'automne. Même si les victoires sont au rendez-vous, on en attendait plus. Nous avons envie de voir de grandes envolées, des passes après contact, des gestes extraordinaires que le commun des mortels n'est pas capable de réaliser et des joueurs qui marchent sur l'eau en mettant des drops de 80 mètres. Et je pense qu'on est tous un petit peu pareils. Qu'attendre de la France pendant le tournoi Destination? Évidemment, un grand chelem, ça serait le top. Mais en termes de contenu, je pense qu'il y a quelques incertitudes. La première chose qu'on peut attendre de l'équipe de France, ça va être de la variation et de la prise de risque. Un des points forts de l'équipe de France sur ces 2 dernières années, ça a été sa capacité à alterner des phases de jeu structurées, donc avec un système de jeu majoritairement un 3-3-1, et des phases de jeu déstructurées. La variation, c'est un point fort de l'équipe de France. Toutes les équipes, elles utilisent des systèmes de jeu qui sont plus ou moins similaires, et elles vont changer quelques petits trucs à l'intérieur de leur système pour s'adapter face à l'adversaire qu'ils vont jouer ou en fonction de ce qu'ils vont découvrir ou de ce qu'ils vont essayer d'inventer. Une des caractéristiques de l'équipe de France, ça a été pour moi, sur ces 2 dernières années, de réussir à alterner ces phases de jeu très structurées dans un système avec des phases de jeu déstructurées où on va passer d'un système de jeu à du jeu pénétrant. Et pour moi, l'équipe de France a été très forte là-dedans. Je prépare une vidéo dans laquelle j'essaye d'analyser ce système de jeu et la façon dont l'équipe de France joue. Mais je vous avoue que j'attends le tournoi de Destination pour avoir plus d'images et plus de données parce qu'à mon petit niveau, c'est pas forcément évident de comprendre. Une des premières choses que le staff de Galtier et Galtier ont mis en place, ça a été ce jeu de dépossession où c'était moins énergivore de défendre que d'attaquer. Quand l'adversaire est dans son camp, il peut se mettre à la faute, il peut nous rendre des ballons et si nous on se fait pénaliser, ça n'engendrera pas forcément des points derrière. Et du coup, sur nos possessions de balles, soit on a un rapport qualitatif, soit un rapport quantitatif, soit un rapport temporel, soit un rapport positionnel. Et dans ce cas, on choisit de l'exploiter. Et s'il n'y a pas de déséquilibre et que l'adversaire est structuré, on renvoie l'adversaire chez lui. Ce type de jeu, il n'est pas spectaculaire, mais par contre, il est ultra efficace. Les Springboks, ils ont été champions du monde. Tout le monde savait la manière dont ils allaient jouer. C'est bien effectué. Et surtout, ils respectent ces zones de jeu. On ne joue pas dans son corps, sauf s'il y a un déséquilibre. On divise généralement le terrain en 3 zones. Il y a une première zone qu'on appelle une zone de sortie de camp, où c'est une zone rouge et le but c'est de sortir le plus proprement possible de son camp sans se mettre à la faute ou sans prendre de points. On a la deuxième zone, c'est une zone de construction dans laquelle on va prendre un petit peu plus de risques. On va essayer d'envoyer 2 ou 3 séquences de jeu pour déstabiliser l'adversaire. Et si on n'arrive pas à déstabiliser l'adversaire, on poussera au pied pour aller encore plus chez l'adversaire. Et la troisième zone, c'est une zone de marque. Et là, c'est simple, il faut sortir avec des points. En fonction des entraîneurs, des matchs, de l'enjeu, des game plans et de ce qu'ils ont décidé, la distance et ces zones vont pouvoir varier. Donc, on va prendre plus ou moins de risques et même en fonction de la physionomie du match, si on est mené, sa zone de construction, on va l'agrandir. On va éviter de rendre trop de ballons à l'adversaire. Et donc ça, c'est des choses qui vont varier. Si on prend l'exemple de l'Angleterre sur la dernière Coupe du Monde, ils avaient une zone de sortie de camp qui était juste monstrueuse où ils étaient capables d'énormément occuper le terrain. Et ça les a quand même amenés en finale de la Coupe du Monde. Nous, c'est ce qui s'est passé sur la tournée d'automne où on a décidé de jouer énormément au pied, contrairement aux Springboks et à l'Australie qui, eux, de leur côté, avaient décidé d'envoyer plus de jeux et de prendre plus de risques. Je trouve que l'équipe de France, sur lancement de jeu, on est vraiment chirurgical, mais qu'en revanche, ce qu'on décide de faire, c'est d'occuper plus souvent le terrain. Et donc ça, c'est une prise de risque qui, pour moi, je l'espère, ça va être un des enjeux du tournoi de Destination, ça va être d'augmenter cette prise de risque et de se dire, ok, on est là aussi pour travailler, il faut qu'on soit plus efficace, même si on est là pour gagner les matchs. On est très efficace sur les lancements de jeu, on peut légèrement augmenter cette prise de risque. Mais qui dit multiplication des temps de jeu ou lancement de jeu, dit erreur potentielle, rendre le ballon à l'adversaire, et donc on est toujours sur ce rapport de risque. A l'inverse, on a d'autres équipes, par exemple je pense à l'Écosse ou la Nouvelle-Zélande, qui eux augmentent leur prise de risque sur les lancements de jeu, c'est-à-dire que même on va dire à 20-25 mètres de leur ligne d'en but, ils sont capables sur les lancements de jeu de mettre des diagonales au pied pour aller chercher des zones mortes. On a même vu les Boks le faire sur des lancements de jeu dans leur camp avec des diagonales au pied contre la France. Et donc c'est des gestes qui sont assez spectaculaires, mais qui sont très étudiés, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas juste comme ça. On a analysé, on sait qu'il y a une zone de break,
on sait qu'il y a une zone morte ici, est-ce qu'on va la chercher ou est-ce qu'on va pas la chercher? Et ça, c'est le game plan et ça, c'est la stratégie de chaque équipe qui va décider si oui ou non, on va augmenter cette prise de risque. En France, il y a quelques années, je pense qu'on pouvait complexer par rapport aux autres nations sur cette compréhension du jeu et cette capacité technique à réaliser des gestes précis. À l'heure actuelle, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres nations. Sur la compréhension du jeu, on est largement au niveau et même on a peut-être un temps d'avance. Et d'un point de vue technique, tu demandes à Jalibert ou à Ntamak en position de 10 sur un lancement de jeu de te mettre une diagonale au pied pour leur ailier. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis, on a des ailiers qui sont capables d'aller te les chercher et de gagner des duels aériens. Donc ça, après, c'est juste la prise de risque. Est-ce que oui ou non, on va avoir la volonté de prendre ce risque? Et là-dessus, je pense qu'on peut comparer le rugby au poker. Au poker, on a le ROI. C'est le Return on Investment. Sans mon accent de merde, ça fait le retour sur investissement. C'est combien est-ce qu'on va miser pour combien on va gagner. En gros, s'il y a 100 € dans le pot et que tu dois rajouter 50 € pour voir une carte et que là-dessus, tu as 30% de chance de gagner 200 € à la fin, est-ce que c'est rentable, oui ou non? Sur 3 fois où tu vas jouer, tu vas perdre 2 fois, mais tu vas gagner une fois. Et donc, sur la fois où tu vas gagner, est-ce que tu vas rembourser les 2 fois où tu as perdu et est-ce que tu vas réussir à gagner de l'argent? Sur les prises de décision au rugby, je pense que c'est la même chose. Entre taper une pénale touche, prendre les points ou avoir un lancement de jeu risqué qui potentiellement va t'amener une situation favorable, est-ce que ça vaut le coup de le jouer ou non? J'ai eu l'impression que sur cette tournée d'automne et le dernier tournoi de destination et le Four Nation, on a des équipes qui du coup augmentent cette prise de risque puisque les équipes sont ultra efficaces, par exemple sur pénale touche ou à 5 mètres de l'embut adverse ou sur lancement de jeu. Et donc elles augmentent cette prise de risque puisque potentiellement ça ramènera plus de points que de prendre une simple pénalité. Et on a vu des équipes qui augmentaient leur prise de risque, tandis que nous, on ne l'a pas augmenté. Nous, on travaille sur un système qui est plus sécuritaire. Et si on reprend la tournée de cet automne où on gagne nos 3 matchs, il ne faut pas oublier que les Box et l'Australie, ils ont décidé de répondre face à la France par du jeu, tandis que nous, on a décidé d'occuper le terrain. Et que les Box, en jouant à 14 contre 15 pendant la majorité du match, ils ont quand même perdu le score à la 74e minute. Et que l'Australie perd le score à la 76e minute. Et on le sait, les matchs de haut niveau, ça se joue à rien du tout. Et la différence entre gagner ou perdre, c'est vraiment un petit fait de jeu. C'est un exploit de Damien Penaud qui te met un 4 deb, un raffut qui va marquer. Et il faut les gagner ces matchs. Et on est en mesure de les gagner, c'est ce qui est génial. Mais si on les perd, c'est pas un scandale non plus. En tant que spectateur et fan de l'équipe de France, ce que je souhaite, c'est évidemment de continuer à gagner. Mais j'aimerais bien qu'on augmente un tout petit peu cette prise de risque et j'aimerais bien voir l'équipe de France à des moments produire plus de jeux en prenant des risques parce qu'on a tout à fait les capacités de le faire. Le deuxième enjeu pour moi de ce tournoi des 6 nations pour la France, ça va être ces micro-attaques. Une micro-attaque, qu'est-ce que c'est? J'en parlais tout à l'heure, donc du coup c'est en fonction des joueurs et des profils de joueurs disponibles qu'on a, de l'avantage positionnel, temporel, du surnombre, etc. Qu'est-ce qu'on peut produire? Et les micro-attaques, ces attaques de l'équipe de France qui amènent des situations de break et qui sont spectaculaires, elles nous font vibrer. En revanche, elles sont étudiées par tous les staffs du monde, évidemment. C'est-à-dire que tu vois une attaque comme ça, tu es entraîneur professionnel, tu dis hey, comment est-ce qu'ils font? Ok, ils le font comme ceci, ils font comme cela, on va essayer de s'adapter. La France, elle a réussi à innover dans un sens avec ce système dont Fabien Galtier nous parle, avec son horizontalité et sa verticalité pour les attaques, où il y a des joueurs du coup dans l'axe du ruck qui vont se projeter très rapidement. Et si Galtier nous en parle, évidemment, c'est qu'il n'a rien à cacher. Contrairement à ce qu'on voyait avant, où tout semblait vraiment très opaque, on n'avait pas d'informations qui filtraient sur la façon dont l'équipe de France jouait, on a un Galtier qui est beaucoup plus ouvert. Une fois qu'il a mis en place ces micro-attaques, ces petits systèmes, et que c'est fini, tu sais que ça va être étudié par les autres staffs, tu n'as plus rien à cacher. Si les autres staffs le connaissent, pourquoi tu ne l'expliques pas à tes supporters? Et donc ça, c'est une ouverture qui est vraiment agréable. En revanche, on sait que les mecs, ils en ont sous la pédale. C'est-à-dire que Galtier, s'il nous parle de cette horizontalité et verticalité, tu sais que derrière, il va avoir d'autres choses qui vont arriver et qui ne nous racontent pas toute la manière dont ça se passe et toutes les attaques et la façon dont le 15 de France attaque. C'est évident. Et ces micro-attaques, c'est des attaques qui sont vraiment très ciblées et dont la durée de vie, elle est limitée par le temps que les staffs adverses étudient la façon dont ça se passe et trouvent les adaptations pour contrer ces micro-attaques. Et pour moi, le second enjeu, ça va être d'être très fort sur ces micro-attaques et soit de réutiliser des trucs qu'on a déjà vus, pour pas se cramer pour la Coupe du Monde, mais en tout cas qu'on voit des choses. On a envie de vibrer sur la façon dont les joueurs sont capables de jouer, ce qu'ils sont capables de produire. Le troisième enjeu pour moi, ça va être la défense. Quand je dis défense, c'est défense et discipline. Si on retire le carton rouge de Dupont qui prend contre les Box, et il fait pas exprès de le prendre, c'est pas un mauvais geste, le dernier carton jaune qu'on prend, c'était sur le premier match de la série 13 victoires contre l'Argentine et c'est Marchand qui le prend. C'est-à-dire que la défense et la discipline, pour moi, ça va ensemble.
C'est-à-dire qu'on peut se prendre des pénalités puisque la France est une équipe qui prend beaucoup de pénalités. Pendant un temps, elle prenait beaucoup de pénalités, mais c'était dans le camp adverse. Et donc, ça ne nous met pas en danger. Mais en revanche, ce qui est impressionnant, c'est cette capacité à ne pas prendre de carton jaune. On joue à 15 pendant tous les matchs. Et ça, c'est vraiment important. Et on passe 13 matchs sans prendre de carton jaune, ce qui est fabuleux. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire en termes de discipline. Quand tu vois l'intensité qu'il y a, les mecs, ils arrivent à garder cette lucidité et ils nous évitent de nous faire une Vahamaina de la dernière Coupe du Monde. Ne pas prendre de carton jaune pendant aussi longtemps, ça en dit long sur la discipline et le système défensif qui est mis en place. Je pense que c'est un système défensif où on se permet d'augmenter la prise de risque, parce qu'il y a des prises de risque aussi en défense. Si on ne conteste pas les ballons, on ne risque pas de se faire sanctionner pour grattage illégal, rentrer sur le côté. Alors que dès qu'on va contester, potentiellement, on va se mettre à la faute. Et donc, même chose, je suis en train de faire une petite vidéo sur le système défensif français. Mais pour moi, le système défensif, il varie en fonction des zones et on augmente cette prise de risque dans le camp adverse, ce qui fait qu'on se fait plus pénaliser dans le camp adverse. En revanche, chez nous, on est ultra discipliné. Et je ne pense pas être trop optimiste en disant que la France va garder cette capacité à bien défendre et à être disciplinée. Et au rugby, quand tu entraînes, tu parles souvent des 2D, c'est défense et discipline. Sans défense et sans discipline, tu ne gagnes pas un match de rugby. Ou alors, c'est très compliqué de gagner un match de rugby. Pour moi, le quatrième enjeu, ça va être la capacité du staff à continuer sur sa lancée, sur sa gestion du collectif et du groupe France. Il n'y a pas de raison, je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne pourrait pas fonctionner. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais à quoi s'attendre au rugby. Quand tu entraînes, tu essayes d'envisager tous les scénarios possibles. Par contre, le jour J, ça ne se passera jamais comme prévu. Tu t'imaginais que si tel joueur se blessait, tu allais faire ceci. Si un tel n'était pas dans son match, si un tel avait un problème, comment est-ce que tu allais réajuster ta feuille de match en ressortant lui, en mettant lui parce qu'il pouvait couvrir tel poste, etc. Tu essayes de tout envisager de manière à laisser le moins de place à l'incertitude. Et c'est ce qu'il nous dit Galtier quand il nous dit qu'il travaille énormément en scénario. C'est les scénarios de match, mais toi derrière sur ta réflexion, sur ta feuille de match et sur ton groupe, sur la gestion humaine, parce que tu gères quand même des internationaux, et même s'ils sont au service du collectif, me dis pas qu'il y a un mec dans le groupe France qui n'a pas envie de commencer les matchs. Les mecs, ils ont tous envie de commencer les matchs. En revanche, c'est la façon dont tu vas les gérer qui va faire qu'ils vont accepter leur place, leur rôle au sein du collectif pour que le collectif puisse avancer. Et dans ce collectif, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie qui est clairement établie, contrairement à ce qui se passait avant, et qu'elle a peu de chances d'être remise en cause d'ici la Coupe du Monde. Et quand je dis ça, je pense notamment à la charnière. On a ce rôle où il parle de finisseurs, ces joueurs qui sont capables de rentrer en cours de match et de finir un match et de gagner le match. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est-à-dire que quand un match il est commencé, il a son rythme, il a sa physionomie, il a son intensité. Rentrer en cours de match, même si c'est des joueurs professionnels, c'est pas quelque chose qui va être évident de se mettre dans le contexte du match. Et là, on a des joueurs et on a vraiment l'impression que c'est leur boulot de finir les matchs. C'est-à-dire que quand ils rentrent, ils sont là pour gérer des situations de stress, avec un stress qui va être plus important parce que le stress, il est plus important en fin de match quand tu es mené par les Box ou l'Australie ou que tu as un point d'avance face à l'Irlande que quand tu commences le match et qu'il y a 0-0. Quand il y a 0-0 en début de match, tu as tout le temps que tu veux pour terminer le match. En revanche, quand tu es mené et que tu dois gérer la façon dont tu vas jouer pour terminer les matchs, et on a l'impression que Galtier, il innove un petit peu avec ces joueurs dont ça va être le travail de terminer les matchs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se dit « Ok, ton boulot à toi, c'est pas de les commencer, c'est de les terminer. Il y a le boulot de ceux qui commencent et le boulot de ceux qui terminent. » Et même si Jalibert, il fait des super rentrées, moi je le trouve très très fort ce joueur et je me dis mais j'ai envie de le voir débuter les matchs parce que ces petits jeux au pied par-dessus, la façon dont il t'amène de la fraîcheur en fin de match, tu as envie de le voir commencer le match. En revanche, est-ce que s'il commence le match, ça sera le même dans la gestion que Ntamak? Ntamak, on a l'impression qu'il ronge un petit peu son frein aussi en se disant bah non, moi j'aimerais bien jouer plus, mais en revanche, je ne suis pas là pour ça. Je pense qu'on assistera pendant le tournoi du coup à quelques essais sur certains postes, mais que la hiérarchie ne sera pas grandement bouleversée. Et je pense notamment avec la blessure de Danty, avec ce geste horrible d'Acebes qui n'a rien à faire dans le rugby. C'est-à-dire que le joueur est professionnel quand même et il arrive sur un joueur au sol pour planter Acebes au sol en lui mettant un coup de tête. On a l'impression que Danty il est quand même ciblé par les coups de tête entre l'Afrique du Sud et Perpignan. Et Danty, c'était un des seuls joueurs qui n'était pas polyvalent dans la ligne de 3/4. C'est-à-dire que son poste, c'est 12. On l'a rarement vu en 13, Danty, et il ne joue que 12. Et je me demande comment le staff va s'adapter pour pallier cette absence de Danty et comment est-ce qu'ils vont rattraper le coup. Et du coup, vraiment, pour moi, le quatrième enjeu, ça va être la capacité du staff à continuer à garder son groupe soudé, quel que soit l'enjeu des matchs, même si on se dit, ok, moi j'aimerais bien que sur un match qui est gagné, les finisseurs ils prennent 40 minutes de temps de jeu. Ou si le tournoi est perdu, ou si le tournoi est déjà gagné avant la dernière journée,
J'aimerais bien qu'ils prennent 40 minutes de temps de jeu. Et quelle va être la solution que le staff va apporter pour continuer de garder son groupe et de gérer ses joueurs? Je reviens sur cette histoire de micro-attaque que l'équipe de France et que le staff nous concocte pour la Coupe du Monde. Et moi, j'ai une question à vous poser. Stratégiquement, qu'est-ce que vous adopteriez comme solution? Premièrement, le tester pendant le tournoi destination. Pendant le tournoi destination, tu fais tous les tests que tu veux sur les micro-attaques. Tu ne les utilises pas, en revanche, sur tes matchs de préparation de Coupe du Monde et tu les ressors pendant la Coupe du Monde. Deuxièmement, tu ne l'utilises pas pendant le tournoi destination. Tu le gardes juste pour tes matchs de préparation Coupe du Monde et pour le tournoi. Ou troisième option, tu ne les utilises pas du tout pendant tes matchs de préparation, pendant le tournoi destination et tu sors tes micro-attaques et ce que tu as derrière la pédale et que personne ne connaît juste pour la compétition et la Coupe du Monde. Écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Pense à t'abonner, mettre la petite cloche, faire tourner un petit cœur et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, topette!